Bonjour, aujourd'hui, on a avec nous une personne que moi j'adore. Là, c'est un cadeau à moi, de moi, que moi je me fais. Et on a avec nous Benoît Chalifou, qui est l'auteur du plus récent livre, Être à son meilleur. Livre que j'ai dévoré. Je me suis assise avec un thé, une bouteille d'eau et je l'ai clenché d'un coup. Donc, c'est un livre, j'ai tourné plein de pages parce que moi, je tourne les coins de pages où j'aime ça. J'ai surligné à tellement d'endroits. Donc, quoi de mieux que faire une entrevue avec Benoît pour vous aujourd'hui, pour vous présenter un livre qui est exceptionnel. Donc, premièrement, Benoît, bienvenue avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu? Comment ça va, Sarah? C'est tellement le fun de t'entendre. Écoute, ça va super bien. Merci de m'offrir ce privilège. C'est un cadeau à moi que tu me fais, en fait. C'est peut-être un cadeau que tu te dis que tu te fais à toi, mais tu me le fais vraiment à moi, puis je l'apprécie sincèrement. Puis tes mots là, me font chaud au cœur. Merci beaucoup. Bien, merci. Donc, Benoît, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir comme en faire une c'est quoi l'expression? Une petite avec une longue pour présenter aux gens, parler de c'est qui Benoît Chalifou? Oui, ben oui, volontiers. Donc, moi, j'ai toujours rêvé d'être un footballeur, ce qu'on appelle ici joueur de soccer professionnel. Et ma carrière a pris fin avant qu'elle débute. J'ai même écopé d'une hanche artificielle. Donc, ça, c'est ce que je voulais devenir et qui je suis devenu finalement. Je me suis découvert en sortant ou en étirant ma zone de confort un talent pour la communication. Tu connais ça? Tu lances des programmes sur la communication. Donc, que ce soit par la conférence, donc je suis devenu conférencier, je vis de ça. Je suis également chargé de cours à l'École des sciences de la gestion. Je suis responsable des relations internationales. J'ai écrit un livre, comme tu le sais. Donc, je me suis découvert un talent pour la communication. Mais comme tu le sais, la communication peut prendre plusieurs tentacules et c'est de les exploiter par la suite. Quand on a trouvé notre X, moi, c'était vraiment la communication verbale, comment je m'exprime. Et on est capable de la pousser un peu plus loin, là, et ça se transpose par d'autres champs d'expertise associés à ton X. Ah, tellement, tellement. Fait aujourd'hui, j'aimerais que, nous, on se connaît, fait qu'on a déjà échangé sur plusieurs sujets. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle du livre aujourd'hui parce que, premièrement, il a été nommé un best-seller. Une énorme félicitation parce qu'on s'entend que c'est une minorité des livres qui sont… En fait, c'est qu'au Québec, tout le monde veut écrire des livres, mais personne ne va en lire. Donc, tu comprends? Fait que c'est sûr que c'est un gros défi parce que on n'est pas dans une culture de lecture. Je trouve que grâce à toi, grâce à des personnes comme toi qui font des programmes, qui sensibilisent sur l'importance de la curiosité, de l'apprentissage constant, il y a une effervescence pour la lecture, mais on n'est pas en France. En France, c'est comme vraiment là, bouquiner, là, ça existe ce mot-là, tu sais, donc c'est pas pour rien. Je dois dire que tu as tout à fait raison, c'est tout un défi. On est rendu à plus de 6000 copies vendues. Un best-seller, je pense, c'est 2500 ou 3000. Là, donc. Good. Fait que je me suis pris quelques notes parce qu'on pourrait le passer au complet, le livre. Comme j'ai dit, moi, je l'ai adoré. Donc, j'ai pris des notes parce que je dis, OK, Sarah, tu peux pas voir tout le livre parce que sinon, ça ferait un épisode qui serait long. Pour amener justement chercher les points saillants. Fait que j'aimerais commencer avec ta définition de… Parce que le livre s'appelle justement « Être à son meilleur, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles », de nous définir brièvement c'est quoi des habiletés relationnelles. Oui. Bien, au début, là, Sarah, moi, j'avais appelé, je me rappelle quand j'ai présenté le projet à mon éditeur Gallimard, j'avais parlé d'intelligence émotionnelle. Puis après ça, je me sentais un peu imposteur parce que je ne suis pas un docteur en psychologie. Moi, je suis un vulgarisateur. Les chercheurs adorent une personne comme moi, conférencier, parce qu'il vulgarise, met en lumière la recherche que ces gens-là font, sans endormir personne, puis tout en restant percutant et pertinent. C'est important. Et donc, je me suis dit, en y réfléchissant, que ma force, c'est les habiletés relationnelles, c'est de mettre en lien les gens, c'est de créer un rapport instantané avec la personne qui se trouve devant moi pour instantanément amener ma crédibilité, un lien de confiance. C'est ça ma force, c'est le relationnel. Et j'aurais jamais pensé, Sarah,
que ce livre-là m'aurait fait cheminer autant en tant que personne parce que les habiletés relationnelles, ça commence avec soi. Avant d'être en relation avec l'autre, il faut être en relation avec soi. Puis, je suis pas ésotérique quand je dis ça. C'est vraiment la clé. C'est d'être en relation avec soi, de se faire de l'autocompassion, de l'auto-empathie, etc., etc. Tu sais, je suis tellement... Ah, là-dessus, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend si bien ensemble, parce que justement, je trouve qu'on rentre dans une nouvelle ère qui est tellement belle, où c'est le retour à l'humain. Oui. Donc, tu sais, on s'est perdu pendant une couple d'années, on s'entend, là, mais là, c'est vraiment un beau retour à l'humain. Donc, dans le livre, tu nous présentes le coffre à outils des habiletés relationnelles. C'est vrai qu'on se dépose un petit peu. Tu en as 4. L'autodiscipline, l'automotivation, la communication, à vrai dire, communication, maîtrise de soi et l'empathie. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on te choisit ces outils-là comme les outils à avoir dans notre coffre à outils? Pourquoi? C'est une bonne question, Sarah, parce qu'il aurait pu en avoir plus, on aurait pu en mettre d'autres. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était, encore une fois, c'est pas la science qui parle. Tout est appuyé sur la science, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir plus et qu'on ne peut pas en retirer un pour en mettre un autre. C'est qu'à un moment donné, quand tu as trop d'outils, tu ne les utilises pas toutes. Donc, je me suis dit, je vais en prendre 5, puis on va les polir, là, on va les rendre les plus à même à ce que vous puissiez les utiliser au quotidien. Évidemment, si on commence par l'autodiscipline, c'est le premier que je me fais challenger tout le temps, Sarah, parce qu'il me dit, pourquoi c'est dans ton coffre à outils des habiletés relationnelles? C'est quoi le rapport avec les relations? Bien, c'est là où je dis ce que je venais de te dire il y a quelques minutes. Il faut que tu sois en relation avec toi-même. L'autodiscipline, c'est ta plus grande liberté que tu t'offres. Hein? C'est le fondement de pourquoi tu te dis je vais sacrifier quelque chose de gratifiant aujourd'hui pour quelque chose qui est plus important, un objectif de vie plus important sur le long terme. C'est comme ça que tu montes des projets, des programmes de formation comme tu le fais. C'est le fruit de longues heures de travail que tu as décidé de sacrifier au lieu de faire autre chose plus facile. Hein? Donc, c'est une liberté que tu t'es offerte. C'est une liberté que je me suis offerte lorsque la crise est arrivée. Puis quand il y a une crise, il y a des opportunités à condition que vous acceptiez qu'elles viennent, ces opportunités, avec une certaine douleur. Et moi, ma douleur, ça a été de me lever à 5 heures du matin du mois de mars au mois d'août pour écrire ce livre sans empiétrer, du moins le moins possible, sur le temps de qualité avec ma famille. C'était ma plus grande liberté que je me suis offert. Parce qu'aujourd'hui, on ne serait pas en train de se parler, puis je te dirais, j'aurais donc dû pu le faire, mais j'avais des enfants, puis je ne pouvais pas. Je me suis donné la liberté de le faire en me levant à 5 heures. Est-ce que c'est un sacrifice? Non. C'était en fait une aspiration que j'avais et je me donnais la chance de le faire, donc d'être aussi présent pour ma famille que pour des projets personnels qui me tiennent à cœur. Donc, l'autodiscipline, pour moi, s'il y avait un outil dans les 5, ça serait celui-ci. Aujourd'hui, l'autodiscipline, c'est pas de parler d'être ultra performant en pleine pandémie, c'est de s'assurer que c'est pas du gin qui se retrouve là-dessus, mais que tu fasses... Non, mais c'est vrai, oui. L'autodiscipline, c'est plus par rapport à ton bien-être physique et mental en ce moment, en pleine pandémie, que plus être performant. Vous êtes déjà trop performant. On n'arrête plus de travailler. Un meeting n'en attend pas l'autre. Donc, l'autodiscipline, pour moi, c'est le fer de lance qui amène tous les autres outils du coffre à outils qui nous amènent à ce dernier qui est l'empathie. Avant qu'on ait au prochain, moi aussi, celui-là, j'ai beaucoup accroché parce que ça en est un que je travaille beaucoup, évidemment, parce que, justement, moi, j'accompagne des entrepreneurs. Puis, il y a une phrase que tu as mis qui est Will Smith aussi a une citation dans cette sphère-là qui est un angle que j'amène beaucoup, beaucoup. C'est l'autodiscipline, c'est de l'amour de soi. Ouais, c'est la fondation. C'est une équation que j'avais d'ailleurs pris inspirée de Will Smith parce que je me rappelle d'avoir vu une petite vidéo de 2 minutes sur lui qui ça m'avait vraiment marqué parce que c'est effectivement le cas. C'est ça qui fait que tu te dis, gars, je m'aime tellement, je veux être là pour mes petits-enfants, je vais manger comme il faut, puis je vais m'entraîner pour être en forme. Et donc, c'est un sacrifice que tu fais de sacrifier ta petite pizza là, pour une salade moins exotique, peut-être. Ce genre de truc, c'est ce genre de comportement qui démontre que tu as un amour-propre de ta personne. Oui, puis tu sais, si je l'amène dans la vie d'un entrepreneur, c'est de m'aimer assez pour travailler sur ma business. Pas juste
dans ma business, pas juste sur ma business, tu sais, de mettre de côté mes clients pour travailler sur ma business, mes projets d'affaires. Moi, qu'est-ce que je veux accomplir? On a tous une liste de choses qu'on veut, puis là, on a toujours des excuses de ben là, j'étais trop occupée, j'étais ici. Mais est-ce que je m'aime assez? Oui. Ben oui. Ben oui, puis il faut aussi, tu sais, pour aimer les autres, il faut s'aimer. Pour donner du temps aux autres, il faut se donner du temps. Pour être généreux avec les autres, il faut être généreux avec soi. C'est un cercle vertueux, n'imite, là. C'est vraiment ça. C'est la clé. Je trouve que celle-là, c'est tellement... Puis, je suis tellement contente que tu l'aies mis comme la première parce que oui, c'est la fondamentale. C'est celle que on se sacrifie pour les autres. Mais si je suis humain, je vais être un meilleur parent, je vais être un meilleur ami, je vais être un meilleur conjoint, je vais être un meilleur leader pour mon équipe, je vais être un meilleur coach puis entrepreneur pour mes clients. Ça déroule de cette racine-là. Ouais. Puis chacun des outils a été mis dans cet ordre-là parce qu'ils nourrissent l'autre. Par exemple, l'autodiscipline te permet de répéter à tous les jours, mais le fait que tu le fais, il faut que tu comprennes le sens qui est l'automotivation, qui est le deuxième outil. Oui. Ils sont comme mariés. Hein? J'aurais pu mettre l'automotivation en premier ou l'autodiscipline. Pour moi, ils sont mariés ensemble. Tu sais, moi, me lever à 5 heures du matin, le sens était très fort. Et c'est pour ça que je me levais avec le gros sourire. Maintenant, c'est mon autodiscipline qui me permettait de le faire à tous les jours. Tu vois un peu la différence? Le sens, c'est de comprendre. C'est comme une tâche, pas grave, la tâche que tu fais en entreprise, les entrepreneurs, s'ils savent pourquoi ils la font, ben, ils vont la faire avec plaisir. Maintenant, c'est leur autodiscipline qui va leur permettre de le multiplier à tous les jours. J'aime ça. Qui nous amène au troisième point, mais la communication. Ben avant ça, j'avais parlé de maîtrise de soi comme troisième outil parce que, encore une fois, c'est une habileté qui est propre à toi-même de contrôler tes pulsions, de contrôler. Pour les entrepreneurs, ils vont aimer cette histoire-là. Là, à un moment donné, j'avais eu une belle discussion avec quelqu'un qui était très réputé dans son domaine en Europe et il me dit que son plus grand défi, ça a été toujours dans toute sa carrière de se leader lui-même. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive dans son contexte, ses états d'âme, ses frustrations, de réussir à contenir ses pulsions fortes et que les gens puissent venir le voir quand il le souhaite, sans dire « Oh mon Dieu, non, là, il est pas dans sa bonne journée. » Non, c'est de se contenir. La maîtrise de soi, là, c'est le troisième élément du coffre à outils tellement fondamental. Et là, qui nous amène justement à cette quatrième-là, sur la communication. Peut-être une petite parenthèse sur la maîtrise de soi. Une simple longue respiration, inspiration, expiration, change la donne, en fait. Te permet de retrouver ton cerveau qui résonne. C'est là où ce que je pars au lieu de réagir, j'agis. Ben oui, exactement. Mais il faut se créer des points de bascule parce que sinon, on va, comme tu le dis, on va réagir sur le fait. Alors que c'est un point de bascule. Oh là là, je suis en train de perdre le nord. Mon enfant arriverait dans mon bureau en ce moment. Ben, je ne laisserai pas mes pulsions prendre le dessus. Je me dis, ben, gars, on va peser sur pause, on va reprendre, puis c'est pas grave. Puis, tu comprends? Donc, c'est de développer des points de bascule pour toujours, quand il y a une certaine incertitude, insécurité, stress, peur, eh bien, on revient à dire, hey, là, tu es en train de réagir. Calme-toi, reprends ton art. Là, puis, et donc, voilà. Après ça, on arrive avec la communication qui est pour moi, là, probablement un des plus longs chapitres que j'ai écrit, mis à part la connaissance de soi. Parce que la communication, j'aurais pu écrire un livre là-dessus. T'sais. Oui, parce que puis j'aime, dans le fond, dans la communication, tu parles beaucoup de l'écoute. Oui, c'est la fondation, en fait. Oui, on n'écoute pas bien. Ou on n'écoute pas, des fois. Souvent, on écoute pas. J'adore ton... Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est toujours aux gens à la conférence. Hey, la communication, c'est mon point fort, mais c'est aussi mon talon d'Achille. Parce que un jaune comme moi, là, très relationnel, influence, ben, il n'écoute pas. Il y a de la misère à écouter. Fait que moi, j'ai beaucoup de trucs pour rephraser les propos de l'autre, pour garder le track où je m'en vais. Je me suis développé au fil des années beaucoup de points de bascule pour me concentrer là, à l'autre personne, de mettre de côté mes intérêts quand je suis avec l'autre personne, de poser plein de questions. Ça me permet d'assurer un suivi de mon écoute. Donc, parce que je le sais que c'était une de mes sensibilités très fortes. Puis c'est ça, je me souviens plus où tu le dis, mais à un moment donné, je pense que tu dis que dans l'équipe, là, je vais paraphraser, tu sais, l'écoute, c'est de montrer à l'autre personne qu'elle existe. Yeah.
Ben oui, en pandémie, on a eu la preuve encore et encore. Moi, j'ai une voisine dans la mi-80, elle est toute seule, elle a perdu son mari il y a quelques années. Qu'est-ce que tu penses qui arrivait si je stoppais devant sa porte, elle était à l'extérieur parce qu'elle voulait prendre un peu d'air, je la saluais. Elle prenait la balle au bon, puis qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle me racontait chaque nanoseconde de sa matinée parce qu'en arrêtant et en l'écoutant, je lui démontrais qu'elle existe. Tu as tout à fait raison. Et donc, ça, c'est les racines de pourquoi l'écoute est si importante. En mode entrepreneurial, là, bien évidemment que c'est pour comprendre le besoin de l'autre et non ta salade que tu veux vendre et de rejoindre ce qu'il veut et non pas toi ce que tu veux. Tu sais. Et c'est aussi un geste très généreux parce que tu mets de côté tes intérêts pour te soucier des intérêts des autres et être curieux sur les autres. C'est une capacité et je pense, une caractéristique si importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je sais pas toi, mais moi, je trouve que souvent, les plus belles conversations qu'on va avoir avec quelqu'un, c'est celles où on parle pas. On fait juste poser des questions pour on écoute. Ah oui, ben oui. Ben moi, c'est vrai, c'est mon dada au quotidien. C'est mon dada au quotidien parce que je sais ce que j'ai fait. Ça me donne rien de le dire à part pour mon ego. Puis moi, mon ego, je l'ai mis il y a longtemps dans le placard. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Sarah a monté le programme, comment tout ce que toi, tu fais va beaucoup plus m'interpeller que ce que moi, je fais. Parce que ça me nourrit. Et donc, moi, je ne comprends pas que les gens ne sont pas plus curieux. Je vais te donner un exemple culturel. Moi, j'ai un amour fou pour le continent africain. Mais je demande, quand quelqu'un vient d'un pays ou d'une place, de quelle culture tu viens, tu sais, ça m'interpelle très, très rapidement. Puis souvent, les gens, j'observe, ils s'arrêtent à je viens d'Afrique. Tabarnouche. C'est un continent de 54 pays. Ça ne te tente pas de dire. Quand tu me demandes, Sarah, d'où je viens, je ne dis pas d'Amérique du Nord. Non, mais puis on s'arrête là. C'est ça qui me. Ça ne t'intéresse vraiment pas. Puis si elle te dit Rwanda, ça ne te tente pas de savoir de quelle ville. Moi, c'est comme I need it. Like, I need it pour mon purpose, pour moi, pour aller plus loin dans. Je trouve qu'on va vraiment en surface avec les êtres humains. Ben oui, parce que puis tu te nourris, puis n'importe quel autre moment, c'est ça que les gens, je pense, ne se rendent pas compte, c'est bien dans la communication, ce qu'on dit, là, Sarah, c'est que toutes les questions que tu vas poser aux gens qui t'entourent, toutes les réponses que tu vas absorber, c'est du contenu que tu peux utiliser pour établir un nouveau rapport avec quelqu'un d'autre à n'importe quel moment. Ah, tellement, tellement. En tout cas, on pourrait passer des heures à en parler. Oh my gosh, là-dessus. Qui nous amène à l'empathie. Et là, tu nous décris 3 sortes d'empathie dans le livre. Oui, tu as l'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive, puis ce qu'on appelle l'empathie mature. Chacune de ces empathies-là sont développées à des âges différents. Donc, de 1 à 3 ans pour la première émotionnelle, cognitive, dans 6, 12, 13 ans. Là, bon, il n'y a pas des âges exacts, mais que la science dit que c'est dans ces environs-là. Et après ça arrive l'empathie mature qui est le fruit de ces 2 premières-là. Essentiellement, c'est qu'émotionnellement, c'est de voir que l'autre se sent pas bien, de le percevoir. Mais comme on est trop jeune, 1 à 3 ans, on fait rien avec ça. On s'en fout. C'est ça. Mais on le voit, tu sais, elle n'est pas contente, mais c'est pas grave. On ne s'arrange pas pour qu'elle soit contente ou content. Après ça, cognitive, c'est intéressant. On le voit dans des domaines comme juridique, médical. Cognitive, c'est de comprendre l'autre, mais sans nécessairement le garder en soi, parce que le problème, imagine-toi un médecin là, comment il souffrirait si chaque patient, il devait vivre les émotions comme son patient. Donc, il les comprend, mais il est capable de se mettre une carapace. Donc, la différence entre l'empathie puis la sympathie. Oui, tout à fait. Là, il y a une distinction. Tout à fait. Très, très bien exprimé. Et après ça, on est dans ce qu'on appelle l'empathie mature, qui est ce qu'on doit arriver à atteindre, là, toi et moi, au quotidien. Puis moi, j'aime bien mettre des points de bascule. Dans mon livre, c'est comme dire, il faut être plus empathique. Mais c'est parce que ça, c'est juste, c'est du picking name. C'est comme je dis, je connais Sarah. Mais oui, mais OK, mais encore. Donc, quand on dit il faut être plus empathique, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. C'est surtout pas se mettre à la place de l'autre parce qu'on peut pas. Chacun a ses propres lunettes, sa propre perception, son propre vécu. Donc, c'est d'essayer d'aller tendre vers l'autre, d'aller dans l'espace secret de l'autre, puis d'essayer de partager ce moment avec cette personne
Pas grand-chose que tu vas pouvoir dire à ce moment-là qui va changer la donne, mais une vraie connexion va certainement le faire. Et c'est de descendre dans sa cave, dans son espace secret, parce que cette personne te l'a partagé, cet espace-là. Et n'attendez pas qu'elle vous le dise. Elle ne vous le dira pas, cette personne. Quand on se sent en souffrance, on voit que du noir. On ne voit pas comment quelqu'un peut nous aider. Et donc, il faut choisir. L'empathie, c'est un choix qu'on fait. Et quand que l'empathie est enclenchée, on peut aller un peu plus loin avec un effort délibéré. Et c'est ce qu'on appelle la compassion. Et la compassion, c'est un geste qu'on va faire, un effort assez important là, pour aller vers l'autre. Oui, exact. Ça peut être transmis par un commentaire, par un texto, par un appel, par un geste symbolique. Il y a toutes sortes de manières de délivrer de la compassion. Souvent, on me demande comment ça les gens ont si peu de compassion. La réponse est très simple, Sarah. Ça revient à l'autodiscipline. C'est qu'il y a très peu de gens qui ont de l'autocompassion. Je peux pas donner qu'est-ce que j'ai pas. S'ils ne s'en donnent pas de la compassion à eux-mêmes, tu comprends ce que je veux dire? Et donc, je trouve qu'on parle beaucoup du geste de compassion vers l'autre. On parle très peu de l'autocompassion qui est comme l'élément déclencheur, si tu veux. C'est drôle, j'avais cette conversation-là avec un client la dernière fois. C'est comme, tu peux pas avoir de la compassion envers les autres si tu l'as pas envers toi-même, qui nous ramène justement au début. Puis je crois, puis corrige-moi, ces outils-là, ils se bâtissent un sur l'autre. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, tu as sûrement remarqué que la fin du chapitre met la table sur le prochain. Tu sais. Ma première histoire du début du chapitre et souvent la deuxième partie de l'histoire. Bref, j'ai eu la chance de côtoyer des gens extraordinaires dans ma vie. Parce que, tu sais, le livre, pourquoi il y a tant de succès, Sarah, à mon humble avis, c'est que la formule, je l'ai bien comprise. C'est un storytelling percutant et pertinent de départ qui attire l'attention. Ouais. Vulgariser la science sans endormir personne. Et après ça, mettre un point d'action. Et c'est ce qui nous amène à la partie 3, et comme tu viens de le dire, qui remet en selle le départ. Oui, et là, on tombe dans la connaissance de soi. Exact. Et ça, c'est peut-être la partie que j'avais la plus marginalisée depuis que je suis conférencier, depuis que je suis formateur dans ce domaine-là. Je pense que c'est la partie que j'avais mis de côté, que je pensais que oui, c'est important de se connaître, mais bon, voilà, voici le coffre à outils, ça, c'est important. Mais finalement, comme tu as vu dans mon livre, c'est le chapitre le plus consistant. Il y a plus de contenu que tous les autres chapitres. Puis quand je me suis mis à écrire, tabarnouche, je suis rendu à 15, je suis rendu à 20, je suis rendu à 30 pages, tabarnouche. Parce qu'il y avait beaucoup, j'aurais pu encore écrire encore et encore, mais j'ai resté assez concis. Mais oui, c'est le point de bascule, c'est fondamental. Puis c'est un travail de tous les instants parce que être à son meilleur, ça ne veut pas dire être meilleur, ça veut dire de toujours essayer d'évoluer à une meilleure version de soi-même à tous les jours. Ah oui, puis moi, j'ai une citation sur le tableau dans mon bureau que je garde là pour vraiment m'imprimer, qui m'a beaucoup influencé cette année. Puis là, je vais paraphraser. C'est si tu ne vas pas en profondeur à l'intérieur, tu iras en manque à l'extérieur. Ben oui, tout à fait. Cette conscience de soi-là, je trouve qu'on rentre vraiment dans cette nouvelle ère-là. C'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir et c'est aussi le plus beau cadeau qu'on peut donner parce que plus je me connais, plus je vais avoir d'autodiscipline, d'amour de soi, d'automotivation, de maîtrise de soi. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Et ça commence, je pense pas que ça existe. Il y en a peut-être qui vont pas aimer ce que je veux dire, mais je pense pas que ça existe des valeurs corporatives. Excuse-moi. Je pense que ce qui existe, c'est des valeurs qu'on respire à tous les jours. Et puis, on peut se mentir à soi-même par automatisme, sans s'en rendre compte. Par exemple, dire, moi, je t'ai déjà partagé ma philosophie là-dessus. Longtemps, j'ai dit que ma valeur fondamentale, c'était la famille. Oui. Et force est de constater que c'est pas vrai parce que les projets personnels me rendent à mon meilleur, me rendent heureux. Si je les ai pas, je serais pas heureux en famille. Et donc, je me suis rendu compte que la famille est une des valeurs importantes, mais que la valeur centrale, c'est ce que je te disais, imputabilité, parce que ça me permet d'être imputable envers ma conjointe, envers mes enfants, envers mon travail, envers le livre que j'ai écrit, envers les étudiants qui sont devant moi quand je donne un cours. Et c'est ce qui fait que j'essaie d'être à chaque fois à mon meilleur dans ces différentes sphères-là. Et l'imputabilité est mon équilibre qui me permet de dire non quand c'est trop. Bien que c'est encore mon plus grand défi, je vais te dire, avec ma femme, avec mes enfants, c'est pas toujours rose parce que je dis oui à trop d'affaires. Donc, il faut que je continue à essayer de doser ça.
Oui, définitif. C'est un livre incroyable. Puis j'adore comment tu le termines. Moi, ça, c'est mon genre d'affaire. Tu sais, je termine avec une question qui va comme si: ferez-vous de ce livre un bien matériel ou une expérience de vie? Ouais, parce que toi, tu as des enfants, Sarah. La plupart des gens qui vont écouter cette entrevue ont des enfants. Moi, je me rappelle pas des cadeaux que j'ai eus sur le bas du sapin de Noël à chaque Noël. Mais je me rappelle très, très, très bien de chacune des expériences de vie qu'on a vécues en famille. Et donc, le livre, on peut le percevoir de la même manière. Est-ce que tu vas le percevoir comme un livre que tu remets dans ta bibliothèque ou que tu vas sortir constamment puis créer une connexion avec quelqu'un d'autre pour un partage? Si tu savais, il y a combien de personnes qui se sont achetés 2 livres, qui le lisent en couple et qui discutent du chapitre qu'ils viennent de lire et ils se font du cross-information. C'est juste génial. Tu savais combien de relations d'affaires j'ai créées avec le livre? C'est-à-dire que quelqu'un a lu le livre, un autre a lu le livre. Je dis, hey, vous avez tellement de points en commun. Puis ça peut peut-être être le livre, le fil conducteur. Et puis là, ils se rencontrent, font de la business ensemble. Donc, c'est ça l'expérience de vie que je veux parler. Ou de le prêter à quelqu'un. Ah, tiens, ou de l'offrir à Noël. Il y a plein de monde qui l'ont offert à Noël à quelqu'un qui l'aimait. C'est pas un bien de commodité. Là, c'est un cadeau qui vaut plus. C'est significatif. C'est significatif, tu sais. Puis moi, je le voyais même, puis aussi, tu sais, comme on est en train de faire maintenant, puis moi, je le voyais aussi dans cette question-là de: est-ce que c'est un livre que je vais intellectualiser ou est-ce que c'est un livre que je vais incarner? Oh, ouais, comme ça, je l'ai pris que la question. C'est pas un livre que je veux intellectualiser, c'est un livre que je veux incarner. Ah, mais là, je vais prendre ton copyright, Sarah. Moi, j'adore ce genre de jeu de mots. Et ça fait tellement du sens, j'adore. Good. Donc, avant qu'on clore aujourd'hui, moi, je joue un jeu. Moi, j'adore jouer. L'autre jour, je parlais avec des clients. Je dis: moi, j'ai 4 ans dans ma tête. Mon client dit: non, des fois, ça t'en a 2. Je fais: et voilà, c'est ça. Donc, j'ai une accumulation de questions surprises. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre entrevue ensemble. Yes. Donc, moi, quand j'entends des entrevues, tu sais, j'adore que tu aimes la curiosité. La curiosité, moi, c'est mon mot préféré. Hein? C'est mon mot préféré. Fait que quand j'écoute des entrevues et des questions que j'aime, bien, je les écris sur un papier puis je les mets dans mon pot. Parce que, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir 3 questions au hasard et je vais te les poser et ça va être de répondre, si c'est possible, brièvement. Parce que je connais je peux-tu faire un retour de l'ascenseur en te posant 2 questions à la fin? Bien, on verra parce que c'est mon entrevue. Mais oui. C'est mon jeu, c'est moi qui décide des règles. Est-ce que tu es prêt pour nos questions sur Oui. Donc, quelle question qu'on a en premier? Oh, Benoît. Qu'est-ce qui te fâche? Qu'est-ce qui t'enrage dans la vie? Le racisme. Et qu'on pourrait partir pour un autre beaucoup là-dessus, hein? Définitif. C'est clair, en tout cas. Ah oui, définitif. Deuxième question surprise pour Benoît. Connaître l'auteur derrière, justement, l'homme derrière le livre. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 10 fois plus de courage? Je dirais non plus souvent. Oh! J'aime ça. Parce que dire non, c'est aussi de l'amour de soi. Je sais, si tu savais, c'est tellement dur pour moi. Je ne veux pas décevoir le monde. Puis plus que tu ne veux pas décevoir le monde, plus que tu en déçois. Oui. Puis il faut être correct avec ça. Dernière question surprise. C'est le fun parce que souvent, les questions surprises, les gens, ça continue à se déposer après. Bien sûr. C'est ce que tu es en train de faire. De quoi es-tu le plus fier? Ma famille, j'arrive pas j'essayais d'ouvrir mes horizons parce que c'était une réponse automatique. Puis après, j'ai dit, est-ce qu'il y a autre chose? Puis non, mes deux jeunes enfants, ma femme que j'aime tant. Ah oui, c'est. Benoît, merci.
Merci à toi, j'apprécie tellement. Merci. Et tu vois, l'entrevue, vois-tu, tu m'as apaisé. C'est rare que mon ton de voix s'assouplit, mais tu m'as apaisé à la fin, puis ça m'a fait un bien fou. Je te remercie. Merci, Benoît, d'avoir écrit le livre. Merci d'avoir accepté mon invitation. N'importe quand. Merci d'être là. Merci d'être toi. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. Les deux questions qu'il m'a posées, que finalement on a coupé au montage, c'est quelle histoire que j'ai aimé le plus dans le livre? Puis l'histoire que j'ai aimé le plus dans le livre, c'est à un moment donné, il a demandé au président de l'Islande, ça a été quoi son plus grand défi dans la vie? Puis le président de l'Islande, il a dit, c'est du self-leadership, c'est de me connaître moi-même. Donc, moi, c'est l'histoire qui est venue me chercher le plus. Puis, la deuxième question qu'il m'a posée, c'est le chapitre que j'avais aimé le plus sur le livre. Puis, c'est drôle parce que la première réponse a été c'est le dernier chapitre sur la connaissance de soi. Finalement, j'ai fait non, c'est le premier sur l'autodiscipline. Parce que oui, moi, je crois fondamentalement que l'autodiscipline, c'est de l'amour de soi. Puis, si on veut se réaliser que par le véhicule de notre business, j'en parle souvent, notre business, c'est un message qu'on veut partager, c'est une différence qu'on veut faire dans le monde. Mais il faut que je m'aime assez pour faire justement ce que j'ai à faire pour faire cette différence-là. Donc, je vous invite fortement à vous procurer le livre. Il est exceptionnel. Moi, j'ai même refait le display dans un magasin pour s'assurer qu'on le voyait bien. Si vous avez des questions, des commentaires, communiquez avec Benoît, il est super ouvert. Si vous l'aimez le livre, écrivez-lui, dites-lui qu'est-ce que vous avez aimé le plus du livre. S'il y a des parties que vous avez moins aimées, écrivez-lui, dites-lui. Il est ouvert, c'est ça, être un humain. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous cette semaine. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que si vous le lisez, si vous l'achetez, j'espère que vous le lisez. Si vous le lisez, j'espère que vous l'incarnez. Donc, sur ce, merci d'être ici semaine après semaine. Puis nous, on se voit mardi prochain. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up et abonnez-vous à la chaîne. Puis, tant qu'à être ici, regardez les autres capsules que je vous propose aujourd'hui.